Le film commence en 1943, alors qu'un convoi de véhicules allemands, comprenant plusieurs camions, traverse la campagne française idyllique. Le convoi arrive bientôt dans un camp de prisonniers nouvellement construit, et une multitude de soldats alliés capturés descendent des camions. À ce stade de la guerre, les Allemands ont consacré d'énormes ressources à la capture des prisonniers de guerre alliés, souvent appelés POWs. Ils ont rassemblé un groupe de prisonniers ennemis qui se sont échappés à plusieurs reprises des camps à travers l'Allemagne nazie. Ils ont décidé de les regrouper dans un nouveau camp de prisonniers de guerre à haute sécurité ici, en France. Ce groupe comprend principalement des soldats de l'armée britannique, quelques Canadiens, quelques Écossais et 3 Américains. Un grand groupe de soldats russes est également présent. Peu après, le responsable de ce camp, le colonel von Luger de la Luftwaffe, convoque le plus haut gradé britannique, le capitaine Ramsay, pour une discussion. Von Luger a une pile de dossiers détaillant les prisonniers qui ont tenté de s'échapper jusqu'à 16 fois. Mais il déclare avec audace qu'il n'y aura aucune évasion de son camp. Non seulement cet endroit est fortement gardé, mais les Allemands ont également mis en œuvre des tactiques inhabituelles pour empêcher toute tentative de fuite. Les prisonniers capturés sont autorisés à porter leurs uniformes avec dignité et sont logés dans des huttes confortables par petits groupes. Von Luger souligne également les diverses installations récréatives du nouveau camp, telles qu'une bibliothèque, un terrain de sport et des jardins. Il espère que Ramsay coopérera afin que les deux parties puissent attendre la fin de la guerre dans un confort relatif. Ramsay, cependant, affirme qu'il est du devoir d'un soldat de tenter de s'échapper et de causer des problèmes à l'ennemi. Dehors, les prisonniers alliés capturés commencent déjà à observer les clôtures du camp pour trouver des moyens de s'échapper. Certains testent même la sécurité du camp en simulant une bagarre. 2 soldats alliés se battent, obligeant les gardes à les séparer. Profitant de cette distraction, l'officier australien Sedgwick et le pilote polonais Danny se mêlent au groupe russe. De même, l'aviateur écossais Archibald monte dans des camions allemands transportant des déchets hors du camp. Après que la bagarre simulée soit réglée, les nazis commencent à déplacer les prisonniers russes vers un autre endroit. Sedgwick et Danny, portant maintenant des manteaux russes, se dirigent également hors du camp. Cependant, ils sont rapidement remarqués par von Luger, qui semble connaître chaque prisonnier allié par leur visage. Le colonel allemand trouve également Yves caché dans un camion à ordures. Tous sont renvoyés dans le camp sans autre punition, car von Luger tient à maintenir la paix dans le camp. D'un autre côté, le capitaine américain Virgil Hilt remarque une faille dans la conception du camp. Il y a un angle mort entre les 2 miradors qui surveillent la clôture séparant le camp de la forêt voisine. Hilt, qui a une balle de baseball, la lance vers cet angle mort, puis marche tranquillement au-delà d'un fil de clôture pour récupérer la balle. À sa grande joie, les gardes allemands des miradors ne le remarquent pas. Cela confirme sa théorie, et il prévoit pleinement d'exploiter cette faiblesse. Cependant, il apprend une dure leçon lorsqu'un garde allemand au sol le repère. Von Luger arrive bientôt et rappelle à tout le monde la règle la plus importante du camp, le fil que Hilt avait traversé en direction de la clôture est appelé « le fil de la mort ». Quiconque le franchit sera immédiatement abattu, sans poser de questions. Mais comme c'est le premier jour, Hilt et Yves sont envoyés aux « couleurs », des cellules d'isolement conçues pour briser les soldats obstinés. Ensuite, Hilt et Yves sont placés dans des cellules d'isolement adjacentes pendant une semaine. Mais lorsque les gardes nazis s'éloignent, ils commencent à discuter. L'Américain avait remarqué que le sol près de la clôture était plus meuble que celui proche du camp. Cela signifierait que s'ils parviennent à atteindre cette zone extérieure, un tunnel pourrait être creusé sous la clôture et les emmener loin du camp. Yves, spécialiste du creusement de tunnels, accepte de rejoindre Hilt dans ce projet d'évasion. Entre-temps, 2 agents de la Gestapo et un lieutenant de la SS amènent le chef d'escadron Roger Bartlett, de la Royal Air Force britannique, au camp. Connu sous le surnom de « Big X », Bartlett a dirigé plusieurs tentatives d'évasion par le passé. Il rencontre rapidement son supérieur, le capitaine Ramsay, dans la hutte de ce dernier. Bartlett réalise que plusieurs soldats qui ont travaillé sous ses ordres dans le passé se trouvent également dans ce camp. Ainsi, une réunion des soldats alliés est organisée dans la salle de loisirs du camp. Bartlett leur présente son plan audacieux, la plus grande évasion jamais tentée, avec des tunnels permettant à 250 prisonniers de s'échapper. Il veut que les Allemands gaspillent autant de troupes et de ressources que possible à rechercher les évadés, plutôt que de les utiliser sur le front. Pour cela, ils creuseront non pas un, mais 3 tunnels, baptisés Tom, Dick et Harry. Ils creuseront un trou de 30 pieds sous les huttes numérotées 104, 105 et la salle de loisirs. De là, ils creuseront des tunnels horizontaux jusqu'à l'extérieur du camp, dans la forêt environnante. Si un tunnel est découvert, les autres resteront opérationnels pour continuer le projet.
Les prisonniers s'organisent alors en équipe. Le lieutenant Andley, surnommé le débrouillard, trouve les matériaux nécessaires. L'officier Sedgwick, le fabricant, crée des outils comme des pioches et des soufflets pour pomper de l'air dans les tunnels. Les lieutenants Danny et Willie, surnommés les rois du tunnel, sont chargés du creusement. Pendant ce temps, le commandant Eric de la Marine royale invente une méthode pour disperser la terre des tunnels dans le camp, sous le nez des gardes. Le lieutenant Griffith, surnommé le tailleur, fabrique des vêtements civils à partir de tissus récupérés. La falsification de documents est confiée au lieutenant Blitt, qui devient presque aveugle à cause de la myopie progressive causée par un travail minutieux à la lumière des bougies. Heureusement, son ami proche Andley décide de devenir son guide pendant l'évasion. Les prisonniers commencent alors à travailler sur 3 tunnels simultanément. Ils élaborent également des méthodes secrètes pour signaler la présence des gardes allemands. Plus tard dans la semaine, le capitaine Virgil Hilt, maintenant surnommé le roi du couleur, et Archibald Yves sortent de l'isolement. Ils ont conçu un plan d'évasion via un court tunnel dans l'angle mort juste à la limite du camp. Le capitaine Ramsay, qui est au courant de leur plan, organise une réunion entre les deux et Bartlett. Ce dernier s'inquiète que les plans d'évasion de Hilt et Yves alertent les gardes allemands. Cela pourrait compliquer le projet de creusement de tunnel qui est en pleine activité. Cependant, Hilt refuse de reculer, affirmant que son plan est efficace et rapide. Yves ajoute qu'il est prisonnier de guerre depuis près de 3 ans. Il en a tellement assez d'être enfermé qu'il est prêt à franchir le fil barbelé pour retrouver sa liberté. Il est évident que le soldat écossais est proche de son point de rupture mentale. Après avoir pesé le pour et le contre, Bartlett autorise Hilt à mettre son plan à exécution cette nuit-là. Malheureusement, Hilt et Yves sont capturés et renvoyés au couleur pour une période stupéfiante de 20 jours. L'Américain semble bien tenir le coup, mais Yves perd peu à peu sa stabilité mentale. De leur côté, les autres projets d'évasion rencontrent également un problème majeur. Ils creusent 3 grands tunnels sous le camp. Toute la terre extraite s'accumule sans qu'il y ait d'endroit pour la jeter. De plus, le sol des tunnels est sombre à cause de l'humidité, ce qui contraste avec le sol sec et grisâtre du camp. Si les prisonniers jettent cette terre, les gardes allemands remarqueront rapidement que quelque chose ne va pas. Heureusement, Eric a une idée brillante pour se débarrasser de cette terre sombre. Il fabrique un dispositif avec des poches profondes où le sol des tunnels peut être caché. Les soldats porteront ce dispositif sous leurs pantalons, sortiront et laisseront tomber lentement la terre au sol. D'autres soldats, prétendant jardiner, ratisseront cette terre plus sombre pour la mélanger au sol plus clair. Le lendemain, les soldats alliés mettent ce plan en action et sont ravis de constater qu'il fonctionne parfaitement. Von Luger, cependant, devient suspicieux en voyant plusieurs soldats britanniques soudainement passionnés par le jardinage. Il inspecte la zone et creuse la terre avec ses bottes, mais les soldats alliés ont déjà mélangé la terre sombre et humide avec celle du camp, et Von Luger ne trouve rien. Au fil des jours, le plan d'évasion progresse rapidement. Les soldats alliés fabriquent un conduit d'aération pour respirer dans les tunnels. Ils masquent les bruits métalliques en chantant des chœurs soigneusement coordonnés. Pendant ce temps, Andley, responsable de trouver des matériaux nécessaires par tous les moyens, tente de se lier d'amitié avec un garde allemand nommé Werner. Il lui offre une cigarette et entame une conversation informelle. Il apparaît que Werner n'apprécie pas particulièrement la discipline brutale et le dur travail de l'armée allemande. Andley l'attire en lui montrant du chocolat, du beurre et d'autres aliments considérés comme des luxes en ces temps difficiles. Pendant que le garde est distrait, Andley vole son portefeuille contenant une carte d'identité de garde, des billets de train locaux et d'autres documents importants. Ces objets seront utilisés pour fabriquer de faux papiers, permettant aux soldats alliés de se faire passer pour des citoyens allemands une fois évadés. Après quelques semaines, Yves et Hilt sortent du couleur. Ce dernier est immédiatement convoqué par Bartlett pour une réunion importante. Les deux hommes ont une conversation intense. Hilt révèle qu'il envisage toujours de mettre en œuvre son plan d'évasion. Il pense qu'une petite équipe de 2 personnes a plus de chances de réussir qu'un grand groupe. Cependant, Bartlett souligne les obstacles, notamment le fait qu'Yves est proche de l'effondrement mental. Néanmoins, Bartlett accepte de soutenir le plan de Hilt pour qu'il puisse également quitter le camp. Pendant leur discussion, Bartlett demande à Hilt de profiter de sa prochaine tentative d'évasion pour faire du repérage autour du camp. Hilt refuse cette demande mais accepte d'aider les prisonniers à obtenir les matériaux nécessaires pour les tunnels. Entre-temps, Werner se rend compte qu'il a perdu son portefeuille quelque part dans le camp. S'il est découvert, il risque d'être envoyé combattre sur le front russe. Andley finit par révéler qu'il détient le portefeuille et commence à faire chanter le garde pour obtenir d'autres objets utiles à l'évasion. Ce soir-là,
Bartlett ordonne de stopper les travaux sur Dick et Harry, car Tom est presque achevé. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, les soldats américains organisent une fête pour célébrer l'Independence Day. Ils distillent du moonshine de pommes de terre à l'aide d'un alambic artisanal et partagent les festivités avec tout le camp. Pendant que les prisonniers de guerre s'amusent à l'extérieur, Von Luger effectue une fouille surprise des baraques. Il découvre accidentellement Tom lorsqu'un garde allemand remarque que les carreaux sous un chauffe-eau sont neufs. Cette découverte accable Yves au point qu'il perd patience. En état de choc, il se dirige vers le barbelé qui entoure le camp et commence à l'escalader sous les yeux des gardes. Il tente de l'arrêter, mais il arrive trop tard. Yves est abattu près du sommet de la clôture. Après cet incident déchirant, les prisonniers alliés concentrent leurs efforts sur Harry. Il accepte également la proposition de Bartlett et sort du camp dans le but d'être recapturé. Cependant, il revient avec des données précises sur les environs du camp. Ces informations sont ensuite utilisées pour créer des cartes destinées à guider les évadés. Peu à peu, la dernière section du tunnel est achevée, et la nuit de l'évasion arrive enfin. Les prisonniers s'habillent en vêtements de style allemand, prennent leurs fausses cartes d'identité, et s'introduisent dans le tunnel par paire. Malheureusement, la sortie du tunnel s'arrête à une vingtaine de pieds de la forêt environnante. Bartlett ordonne de poursuivre l'évasion malgré tout. Hilt, le premier à sortir du tunnel, improvise un système de signalisation avec une corde pour permettre aux autres de sortir discrètement. Il signale lorsque les gardes allemands ne regardent pas, permettant ainsi aux prisonniers de se faufiler de l'ouverture du tunnel vers la forêt. Pendant ce temps, Danny, qui a passé beaucoup de temps dans le tunnel et survécu à plusieurs effondrements, commence à devenir claustrophobe au dernier moment. Il refuse presque de continuer, mais son partenaire de creusement, Willy, l'aide à avancer. Un à un, 76 prisonniers, y compris le capitaine Bartlett, réussissent à s'évader grâce à l'ingéniosité de Hilt. Leur plan est également facilité par une attaque aérienne improvisée des forces alliées dans une ville voisine. Cependant, un soldat britannique nommé Griffith sort du tunnel de manière imprudente et se fait prendre sur le fait par les gardes. Le chaos ensuite, et ceux qui le peuvent fuient dans la forêt, tandis que d'autres sont capturés. Après cette évasion désordonnée, plusieurs prisonniers tentent de rejoindre des pays neutres comme la Suisse, la Suède ou l'Espagne. Handley et Blitt volent un avion pour traverser la frontière suisse, mais le moteur tombe en panne, les forçant à un atterrissage d'urgence. Malheureusement, des soldats nazis arrivent rapidement sur les lieux et abattent Blitt. Profondément affecté par la mort de son ami, Handley se rend au lieu de fuir. De son côté, le capitaine Bartlett est identifié dans une gare bondée par l'agent de la Gestapo Kuhn. Eric, également présent, décide de se sacrifier pour sauver son supérieur. Il saisit l'arme de Kuhn et tire sur l'agent allemand mais est tué en retour. La confusion qui s'ensuit permet à Bartlett de s'échapper de la gare, mais il est finalement reconnu et arrêté par le lieutenant SS Stenach. Ailleurs, il vole une moto allemande et est poursuivi par des soldats nazis. L'Américain parvient presque à atteindre la frontière germano-suisse et la zone neutre, mais il s'en mêle dans une clôture de barbelés et est capturé. Quelques jours plus tard, presque tous les soldats qui s'étaient échappés sont soit recapturés, soit tués. 3 camions remplis de prisonniers repris sont emmenés sur des routes de campagne et divisés en 3 groupes. Un des camions, contenant des soldats britanniques, y compris le capitaine Bartlett, s'arrête dans un champ. Les prisonniers sont invités à étirer leurs jambes, avant d'être abattus sous prétexte qu'ils tentaient de s'échapper. Au total, 50 évadés sont assassinés, tandis qu'Handley et 10 autres sont renvoyés au camp. Von Luger est relevé de son commandement par le lieutenant SS Stenach pour son échec à prévenir l'évasion. Seuls 3 prisonniers de guerre réussissent à atteindre la liberté, Danny et Willy volent un canot et descendent la rivière jusqu'à la côte baltique, où ils embarquent clandestinement sur un navire marchand suédois. Sedgwick, quant à lui, échappe sur une bicyclette volée et est guidé par 2 résistants français jusqu'en Espagne. Le film se termine avec Hilt, ramené seul au camp, menotté et reconduit dans le « couleur ». Le garde ferme sa cellule et s'éloigne, mais s'arrête un instant en entendant le bruit familier de Hilt rebondissant sa balle de baseball contre le mur de sa cellule.